Ah là là. Eh oui, après des mois, des semaines, on y est. On y est. Nous sommes enfin arrivés à la première preview de cette saison pour ce premier Grand Prix de cette saison 2025. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview, le pronostic de ce Grand Prix d'Australie 2025. Je suis très heureux de vous retrouver. Vraiment, je pense que là, j'en avais besoin. Voilà, j'en avais besoin après quelques jours de pause et surtout après 3 vidéos sur les essais hivernaux. Il fallait que je reprenne les vidéos, vous m'avez énormément manqué et je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour ce début de saison. Donc, dans cette vidéo, on va faire comme d'habitude, comme lors des années précédentes. Dans un premier temps, je vais vous parler du circuit. Ensuite, je vous parlerai de chacune des écuries. Je vais surtout vous parler en fait de ce que j'anticipe, de mes prédictions et le plus important, de ce que je veux voir lors de cette saison 2025. Parce que là, on va pas se mentir, c'est la première preview de l'année. Vous savez très bien que j'adore vous parler de termes techniques, etc. Bah, y a rien à dire, y a rien à dire. Je pense que tout a été dit lors des 3 vidéos sur les tests hivernaux. Maintenant, la seule chose qu'on peut dire ou anticiper, ce sont exactement les forces et les faiblesses de certaines écuries. Mais en termes techniques, il n'y a aucune évolution qui sont attendues. Donc là, on va vraiment se concentrer sur les pilotes, sur l'écurie en elle-même et les objectifs de certaines écuries lors de cette saison 2025. En tout cas les amis, on ne perd pas de temps, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, je remercie chacune des personnes qui prendront une seule seconde pour le faire et on est parti pour cette première preview de cette saison 2025. Alors, parlons de ce tracé d'Albert Park, un tracé qui est quand même très original. Très original, pourquoi? Puisqu'il ne ressemble pas énormément aux autres tracés, en fait, de cette saison. Commencer la saison en Australie, c'est différent tout de même que de la commencer sur un autre tracé, tel que Bahreïn. Et surtout que le circuit d'Albert Park a subi énormément de changements. Là où auparavant, c'était un tracé qui était extrêmement limité à l'arrière, il fallait quand même un arrière plutôt stable. Et bien là, depuis les changements qui sont arrivés dans certains virages et dans certaines zones du circuit, on retrouve en fait un circuit aujourd'hui qui est beaucoup plus limité à l'avant. Donc les réglages de suspension sont extrêmement importants. Attention également aux réglages, que ce soit au niveau du freinage, hein. Il y a énormément de grosses zones de freinage sur ce tracé de Melbourne. C'est un tracé qui combine quelques lignes droites, pas non plus les plus grandes du calendrier. C'est un tracé également qui est beaucoup plus porté vers de la basse vitesse. On retrouve très peu de virages rapides. Donc qui dit très peu de virages rapides dit généralement une très grosse charge, hein, puisque tu vas être beaucoup plus à l'aise dans les virages lents. Mais attention tout de même, l'appui moyen à Melbourne est beaucoup plus conseillé, on va dire, puisqu'il faut trouver le juste équilibre entre les virages à basse vitesse et les lignes droites. Il faut être rapide sur ces 2 points-là si tu veux performer sur ce circuit. On est également sur un tracé qui va logiquement favoriser l'adhérence latérale de ta monoplace et mis à part cela, il y a 2 gros facteurs à prendre en compte à Melbourne. Déjà le premier, c'est la chaleur. C'est un circuit où généralement il fait très chaud dans cette période de l'année. Et autre chose à prendre en compte, ce sont bien sûr les conditions météo. Les conditions météo, là, on annoncerait du 50% de pluie pour la journée du dimanche. Donc voilà, j'espère sincèrement qu'il ne va pas pleuvoir, vraiment. Je sais très bien que c'est beaucoup plus excitant d'avoir un Grand Prix sous la pluie, etc. Mais pour une première manche de la saison, j'aimerais bien avoir, on va dire, un avis plutôt objectif sur les performances, même si ça risque tout de même d'être compliqué, même sous temps sec, hein. Donc voilà, Melbourne est une question d'équilibre, et Melbourne c'est un peu de la loterie. Généralement on ne sait pas forcément ce qui va se passer, et c'est pour cela que j'adore cette manche d'ouverture, même s'il faut se lever à 4h du matin, à 5h du matin pour regarder le Grand Prix. D'ailleurs, je vous montre les horaires. C'est une manche d'ouverture qui est exceptionnelle parce qu'on sent vraiment, ça sent la Formule 1. Ce tracé, ça sent la F1 et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien, donc j'ai hâte d'être à Melbourne en espérant tout de même qu'il ne va pas pleuvoir. Bon, maintenant, on en arrive à la partie qui est pour ma part la plus intéressante. Bien sûr, on va parler des écuries. Alors, je vous avoue, et je vais être totalement honnête avec vous, vraiment, pendant ces 10 jours, après les tests hivernaux, je crois que je n'ai jamais été autant perdu. Je vois beaucoup de personnes faire des prédictions et je le comprends. C'est toujours excitant de faire des prédictions, d'essayer d'établir une certaine hiérarchie. Mais là, je vous avoue que je suis un peu perdu cette année. Vraiment, je suis un petit peu perdu. Je sais très bien que les années se suivent. Là, on arrive à la 4e année d'une réglementation. On arrive dans la dernière année d'une réglementation. Donc, les écuries vont logiquement tout donner, véritablement. Enfin, bien sûr, certaines écuries, hein, il y en a d'autres qui sont déjà concentrées sur 2026, mais je parle notamment des écuries de tête qui ont peut-être quelque chose à aller chercher lors de cette saison. Je pense par exemple à McLaren, Ferrari,
Mercedes, Red Bull. Alors oui, bien sûr, à la fin des tests hivernaux, et je l'ai même dit moi-même, en fait, et je ne suis pas le seul à le dire, loin de là, mais je l'assume totalement. McLaren m'a l'air mieux armé, d'une certaine manière. Mais comme je l'ai dit également, les tests hivernaux ne servent strictement à rien. Une écurie qui est très très forte lors des tests de pré-saison ne sera peut-être pas à ce même niveau lors du premier Grand Prix. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, vous savez, ça me rappelle à chaque fois que je vois une écurie sortir du lot lors des tests de pré-saison, je pense directement à Ferrari 2019, pour ceux qui s'en rappellent. Ferrari 2019 qui avait survolé les tests de pré-saison, tout le monde les voyait favoris, et au final, ils se sont fait éteindre par Mercedes. Et c'est une réalité, Donc là, McLaren est considéré comme le grand favori, je suis pas le seul à le dire, tout le paddock le dit, Helmut Marko a même dit que McLaren était à une demi-seconde d'avance de la concurrence. Je ne sais pas comment il peut déduire cela. Honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour Helmut Marko, je ne sais pas d'où lui sort cette conclusion. Alors oui, je suis d'accord avec lui pour dire que McLaren est l'un des grands favoris de cette saison. Mais de là à dire une demi-seconde devant tout le monde, voilà, j'attends de voir. J'attends de voir, c'est une possibilité, hein, bien sûr. Il ne faut jamais rien exclure en Formule 1, mais j'attends de voir tout de même. Voilà. Donc là, je préfère, on va dire, prendre un petit peu de recul, essayer de ne pas trop pronostiquer, prédire ce qui pourrait se passer, rester sur ce qu'on a déjà pu voir la saison dernière et rester sur l'état de forme des écuries lors de ces débuts de saison 2025, puisque oui, une écurie qui a très très bien terminé l'année 2024, bien sûr que je la vois s'en sortir en 2025. Pour moi, ça reste assez logique, on va dire d'une certaine manière. Donc là, si je vous parle de McLaren, je vous avoue que McLaren, c'est pour ma part l'un des favoris. Bien sûr, lors de cette saison, ils ont montré qu'en 2024, ils avaient les armes, ils ont toujours fait les bons choix en termes d'évolution. Là, ils arrivent en 2025 avec une monoplace qui est beaucoup plus agressive, avec un concept qui est vraiment poussé, pas énormément de changements majeurs en termes mécaniques, mais au niveau aérodynamique, on est vraiment sur quelque chose, je trouve, hein, de très très agressif. Et si cela fonctionne, je pense que McLaren devrait être probablement l'une des équipes à battre cette saison. Après, encore une fois, attention, ils avaient des faiblesses en 2024, ils avaient des faiblesses en 2023, et c'était par moments les mêmes faiblesses, je parle en l'occurrence du problème de traînée. J'espère sincèrement qu'ils ont réussi à trouver exactement la raison de ce problème, j'espère sincèrement qu'ils ont réussi à régler ce problème, mais là quand je les vois partir sur un concept qui est très très agressif, surtout au niveau des côtés, au niveau des pontons, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de la voiture, mais je pense que McLaren a vraiment voulu trouver des solutions à ce niveau-là. Autre chose, hein, bien sûr, c'est au niveau des pilotes. Je pense sincèrement que McLaren a l'un des meilleurs line-up. Aujourd'hui, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord concernant Lando Norris, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord concernant Oscar Piastri. Si je commence par Oscar Piastri, il a, pour ma part, confirmé sa place chez McLaren la saison dernière. Il a confirmé qu'il était à la hauteur. D'ailleurs, il vient tout juste de prolonger avec McLaren, et ce n'est pas du tout un hasard. C'est un garçon qui le mérite, il a le talent pour aller très très loin avec cette écurie, j'en suis persuadé. Maintenant, ma seule interrogation concernant le jeune pilote australien, c'est que j'attends encore de voir s'il sera capable tout de même d'aller chercher Lando Norris. On a pu le voir la saison dernière, c'était compliqué par moments de matcher Lando Norris sur certains aspects, notamment en rythme de course. C'est vraiment ce qui lui manquait. Je trouve qu'en rythme de qualification, il est très très bon. Sur un tour, il peut aller chercher Norris, par contre, en rythme de course, on sent encore une fois un petit peu de fébrilité par rapport à son coéquipier. Donc ça, c'est la seule chose que je vais essayer d'analyser chez Oscar Piastri. J'ai pas du tout envie de lui mettre la pression. Et on en arrive d'ailleurs au pilote qui doit avoir la pression cette année, c'est bien sûr Lando. Lando, on l'a souvent critiqué la saison dernière. Je me rappelle, à la même période de l'année dernière, je vous avais dit quoi? Et je suis très fier de vous l'avoir dit d'ailleurs. Je vous avais dit que Lando Norris allait gagner une course lors de la saison 2024. Beaucoup m'ont dit que ce n'était pas possible, Lando no wins. Au final, si je vous donne mon avis, pour moi il a fait bien plus que de gagner une course. Il a gagné en responsabilité et surtout il a gagné en mentalité. Je pense sincèrement que au niveau du mental, le Lando Norris qu'on va voir cette saison ne sera probablement pas le même qu'on a eu l'année dernière. S'il arrive à régler, vous savez, ces petites erreurs, notamment sur ses départs, il peut devenir un pilote extrêmement dangereux. Il a un rythme d'enfer quand il est à l'aise dans la monoplace. On a pu le voir à Singapour la saison dernière. Certes, il fait quelques erreurs, mais je pense que la saison 2024 était obligatoire dans l'évolution de Lando Norris en Formule 1. La saison 2024 pour Lando Norris était un apprentissage. Pour moi, là, ça doit être la confirmation qu'il peut aller chercher un titre en Formule 1. Donc oui, McLaren, je les vois très très forts à Melbourne, et pourquoi pas une victoire lors de cette première manche. Autre écurie que je dois aborder, on va aller crescendo avec le classement constructeur de l'année dernière, bien sûr,
Ferrari. Alors concernant Ferrari, bien sûr qu'il y a une tonne d'interrogations. Il y a une tonne d'interrogations. C'est vrai que certains n'ont pas été rassurés par les tests hivernaux de Ferrari. On les attend même derrière Mercedes, derrière Red Bull. Certains même disent que ça sera la quatrième force du plateau. Moi, j'en suis pas persuadé, mais je vais vous dire une seule chose. Si Ferrari ne gagne pas à Melbourne, je ne serai pas surpris. Vraiment, je ne serai pas surpris. Pourquoi est-ce que je ne serai pas surpris? Parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. Déjà, la première chose qu'il faut prendre absolument en considération, c'est que Ferrari, par rapport à McLaren, par rapport à Red Bull, par rapport à Mercedes, Ferrari a fait de très très gros changements sur la SF25. Des changements mécaniques, je parle notamment des pull rods à l'avant, des pull rods, des suspensions à tirant qu'il va falloir comprendre. Cette compréhension de la part de Ferrari peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 2 semaines comme ça peut prendre 2 mois. On ne sait pas combien de temps cela va prendre, mais je suis persuadé, et jusqu'à aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, que Ferrari, à ce niveau-là, pour ma part, a fait le bon choix. Ferrari avait besoin d'une monoplace un petit peu plus basse, avait besoin d'avoir un petit peu plus de maniabilité au niveau des réglages, avait besoin d'être beaucoup plus à l'aise dans les virages rapides, et les pull rods étaient la meilleure alternative. Maintenant, la seule chose qu'il faut concernant la Scuderia Ferrari, c'est cette adaptabilité, c'est de s'adapter le plus rapidement possible. Moi, concernant Ferrari, ce qui m'intéresse, ce n'est pas Melbourne, et là, si Ferrari ne gagne pas ce week-end, ne vous attendez pas à me voir dans le débrief dire « Oh là là, Ferrari, oh c'est reparti, encore une fois, encore une saison blanche, encore une saison où ils vont encore une fois galérer à trouver les solutions, etc. » Non, non. Ferrari a un énorme travail lors de ce début de saison, il faut comprendre la monoplace, et il leur faut surtout un peu de temps. Un peu de temps. Donc s'ils ne gagnent pas lors de la première manche, c'est pas non plus catastrophique. Rappelez-vous de McLaren la saison dernière, lors des 5 premiers Grands Prix, ils étaient nulle part les mecs. Ils étaient nulle part. Mais arrivé à Miami, c'était une autre équipe. C'était une autre équipe. Vraiment, c'était une autre équipe. Dès que les premières évolutions sont arrivées, ça y est. Et je vois peut-être un scénario similaire pour Ferrari. Si jamais Ferrari ne gagne pas dès le début de saison, pourquoi pas un scénario similaire. Donc, tout ça pour vous dire, les amis, qu'il ne faut surtout pas enterrer Ferrari. Aujourd'hui, pour moi, tout comme McLaren, ils ont l'un des meilleurs line-up. On va pas se mentir, hein. Charles Leclerc, pour moi, c'est... S'il a la bonne voiture entre les mains, c'est cette saison ou jamais. Charles Leclerc, il arrive déjà à sa 8e saison en Formule 1. Je pense qu'il n'a jamais été aussi près vraiment de devenir exactement le pilote qu'il a toujours voulu devenir. La saison 2024, tout comme Lando Norris, pour moi, Charles, il a passé un certain step. Il gagne à Monaco, il gagne à Monza. Pour moi, Charles Leclerc a les capacités, que ce soit mentales ou les capacités du pilote pour pouvoir faire une énorme différence. Même s'il a Lewis Hamilton aujourd'hui comme coéquipier. D'ailleurs, Lewis Hamilton, parlons-en. Hein. Concernant Lewis Hamilton, j'ai l'impression que je retrouve un peu le Lewis Hamilton, vous savez, quand il est arrivé chez McLaren, un Lewis Hamilton surmotivé. On a l'impression que là, il y a 6 rookies cette année. J'ai l'impression que c'est le 7e, tout simplement, par sa motivation, par les ambitions qu'il affiche pour sa nouvelle aventure chez Ferrari. J'aime bien voir Lewis Hamilton dans cette optique. J'aime le voir de cette manière. C'est vrai qu'il a connu un passage un petit peu plus compliqué chez Mercedes. Je parle de sa fin d'aventure chez Mercedes, mais il a toujours été à la hauteur. Pour ma part, il a toujours été à la hauteur. Les seuls moments où il n'a pas été à la hauteur, c'est quand il avait une voiture qui ne lui permettait pas de revenir à la hauteur. C'est un pilote qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Bien sûr qu'il y a un énorme engouement autour de l'arrivée de Lewis Hamilton. On s'attend tous à ce qu'il fasse une très très grosse saison pour ses débuts, mais je pense également que Lewis Hamilton, à la même image que cet SF25, il faudra peut-être un certain temps d'adaptation. Alors ce temps d'adaptation, il peut être très court, hein. Je trouve qu'il a été franchement exemplaire lors des tests de pré-saison. Il a l'air déjà d'être assez satisfait de sa monoplace. Beaucoup de changements d'ailleurs ont été faits chez Ferrari, notamment au niveau de la position du cockpit, au niveau de son volant pour permettre à Hamilton d'avoir une meilleure adaptation dans l'écurie italienne. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça veut dire que Ferrari considère énormément Lewis Hamilton et c'est une très très bonne chose et ne néglige pas non plus Charles Leclerc. Donc oui, je pense qu'il y aura une très très belle bataille entre les deux avec du respect. Ça, j'en suis persuadé. À Melbourne, je m'attends à une bonne performance des deux pilotes, mais encore une fois, attention à Lewis Hamilton parce que quand il a envie de te sortir une masterclass, et ça s'est vu à Silverstone, hein, ça s'est vu à Silverstone, ça s'est vu en Belgique, quand il a envie de te sortir une masterclass, quand il est motivé, c'est un pilote qui est extrêmement dangereux. En parlant de pilote dangereux, on va parler quand même du champion du monde en titre, hein, Max Verstappen. Max Verstappen qui a la même image que Lando, qui a la même image que Charles, qui a la même image que Lewis.
il faut pas le sous-estimer. Max Verstappen, loin de là, c'est le pilote qui est pour ma part le plus imprévisible, mais en même temps le plus prévisible. Imprévisible parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer avec Max Verstappen, mais en même temps prévisible parce que tu sais qu'il va être à la hauteur de l'événement. Je vois beaucoup de choses passer sur Max Verstappen. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo il y a pas très longtemps sur Red Bull en général, comme quoi Red Bull avait du boulot. Ils ont mis beaucoup de temps à trouver un problème sur leur monoplace, notamment le problème de configuration. C'est très très dur de pouvoir configurer cette voiture. Au niveau des réglages, c'est une monoplace imprévisible. Là, d'après les propos d'Helmut Marko, beaucoup de problèmes ont été réglés. Max Verstappen m'a prouvé l'année dernière que même avec une monoplace qui est moins performante, il était toujours capable d'être extrêmement dangereux. J'ai même pas besoin de vous le dire, regardez juste la saison 2024, là où McLaren est plutôt bien revenu, là où Ferrari en fin de saison également est plutôt bien revenu, Max Verstappen arrivait toujours à s'immiscer entre ces écuries-là et à faire en sorte que même avec la troisième meilleure voiture du plateau, il arrivait toujours à faire une certaine différence. Donc concernant Max Verstappen, il a toujours été présent, il a toujours été au rendez-vous, même quand c'était un petit peu plus difficile pour lui. Un petit mot également concernant Liam Lawson. Alors Liam Lawson, moi personnellement, je vais pas lui en vouloir, comme je l'ai dit il y a un mois. J'espère juste que Red Bull lui donnera du temps. Liam Lawson, je ne comprenais pas son recrutement à la base, je vais être totalement honnête avec vous, j'aurais préféré voir Yuki Tsunoda. Pour ma part, Yuki le méritait peut-être un petit peu plus quand même. Mais je comprends, avec le recul, je comprends un petit peu ce choix. Liam Lawson a à peu près le même style que Max Verstappen, on a bien pu le constater avec tous les coéquipiers de Max Verstappen par le passé. Là où ça s'est toujours mal passé, c'est quand ses coéquipiers ne comprenaient pas la monoplace. On l'a vu avec Sergio Pérez qui a un style qui est très dans le sous-virage. Eh bien, là où Max Verstappen, lui, il est beaucoup plus porté vers le sur-virage, Sergio Pérez ne s'en sortait pas avec la Red Bull. Quand les premières évolutions arrivent et que les premières évolutions vont venir favoriser un train avant stable, donc vont venir favoriser les qualités de Max Verstappen, Pérez ne se retrouvait pas du tout. Et là, concernant Liam Lawson, de ce que j'ai pu voir de ce jeune pilote, il ressemble énormément, je trouve, à Max Verstappen sur certains aspects. Dans ses entrées de virage, dans ses sorties, il aime avoir un train avant stable et ça peut devenir une réelle qualité. Voilà, quand tu es coéquipier de Max Verstappen, quand il y a les premières évolutions qui vont arriver au fur et à mesure de la saison, ça peut devenir une réelle qualité et surtout quelque chose qui va énormément l'aider à pouvoir performer chez Red Bull. Après, bien sûr, je ne m'attends pas du tout à ce qu'il puisse matcher Max Verstappen dès sa première saison. Pour aller chercher Max Verstappen, il faut quand même y aller. Très peu de pilotes y sont arrivés. Mais tout de même, je m'attends quand même à un bon début de saison de Liam Lawson. Ça a l'air d'être un pilote extrêmement motivé. Et je vous le dis très très clairement, même si son début de saison ou sa fin de saison est mauvaise, n'oublions pas non plus que c'est un rookie. Alors certes, il a fait quelques grands prix l'année dernière, mais n'oublions pas que c'est un rookie et que c'est encore une fois beaucoup trop tôt pour le juger. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes, ça va être extrêmement rapide, tout simplement pourquoi? Puisque je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes enterrent Mercedes sous prétexte que Lewis Hamilton est parti. Alors c'est vrai que Lewis Hamilton est une énorme perte pour Mercedes. On parle quand même d'un septuple champion du monde, mais quand même, Mercedes, ça restera toujours Mercedes. Et Mercedes est pour ma part l'écurie la plus imprévisible lors de cette saison 2025. Mercedes a également fait un choix cette saison, un choix qui n'est pas négligeable, un choix au niveau mécanique. Mercedes par rapport à McLaren, Ferrari et Red Bull, Mercedes a décidé de rester sur les push road à l'avant. Un choix qui peut paraître, on va dire, assez surprenant quand tu vois que Ferrari passe au pull road, donc aux suspensions à tirant pour cette saison 2025. Tu te demandes bien sûr pourquoi Mercedes reste sur les suspensions de poussée. Donc on peut tous se dire que c'est un choix assez audacieux, que Mercedes va peut-être bien exactement perdre en performance face aux autres écuries qui ont décidé d'adopter ces suspensions. Bon, pour McLaren et Red Bull, c'était déjà le cas, mais Ferrari qui passe à la suspension de tirant. Et même si c'est un choix très très audacieux, je comprends totalement ce choix. La plus grosse faiblesse de Mercedes se situe dans la surchauffe des gommes. Et avoir des suspensions de poussée va toujours t'aider à beaucoup moins surchauffer tes pneus. C'est plus léger, ça va demander moins d'efforts au système, tu vas gagner en stabilité dans les virages lents. Autre faiblesse également de Mercedes. Donc ce choix de rester sur les push road est totalement logique. Et je pense que ça peut être un choix qui peut peut-être à l'avenir faire une certaine différence. Parce qu'on l'a vu la saison dernière. La Mercedes, bon, quand il y avait des températures qui étaient catastrophiques, des températures très très fortes, eh bien on a bien pu le constater, la W15 ne s'en sortait pas énormément. Mais ça peut changer. Ça peut changer s'ils arrivent à régler ce problème.
je vois Mercedes comme une réelle menace cette saison. Leurs deux pilotes ne sont pas non plus à prendre à la légère. Que ce soit George Russell qui n'a plus rien à prouver, et également Andrea Kimi Antonelli. Et d'ailleurs, Andrea Kimi Antonelli, j'en ai pas parlé, mais je comprends son recrutement à 1000%. À 1000%. À la même image que Liam Lawson, Andrea Kimi Antonelli, on va pas le juger dès sa première saison. Surtout qu'il n'a participé à aucun Grand Prix en Formule 1. Mais Andrea Kimi Antonelli est un diamant. Il faut juste en prendre soin. Vraiment. En prendre soin, essayer de le façonner de la meilleure des manières. Et il est dans la meilleure écurie possible pour pouvoir le faire. Et encore une fois, à la même image de Liam Lawson, là où je comprends encore une fois le choix de Toto Wolff, c'est dans le style de ce jeune pilote italien. C'est dans le style de ce jeune pilote. Vraiment, il a un style qui est extrêmement similaire à celui de Lewis Hamilton. Il me fait énormément penser à Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui adoptait beaucoup plus un style de sous-virage quand il était chez Mercedes. Bon, Lewis Hamilton, lui, sa plus grosse qualité, c'est de pouvoir s'adapter avec n'importe quel style. Mais Andrea Kimi Antonelli a vraiment le même style. Là où Lewis Hamilton est également très très fort au freinage, c'est l'un des pilotes qui freine le plus tard, hein, je le rappelle, sur cette grille. Andrea Kimi Antonelli prend également énormément de risques au freinage. Et ça, on avait déjà pu le voir à Monza et au Mexique lors des essais libres la saison dernière. Et on a pu encore une fois le constater. Lors des tests de pré-saison, Andrea Kimi Antonelli prend énormément de risques. Il a passé énormément de temps également aux simulateurs qui vont logiquement l'aider, bien sûr, pour ce début de saison. Il va faire des erreurs, mais il est extrêmement rapide et j'ai vraiment hâte de le voir sur cette piste. Donc voilà, concernant les 4 top teams, si je vous donne un petit mot concernant les autres écuries, Williams, je les attends également très très fort. Je pense que l'arrivée de Carlos Sainz a eu quand même un certain impact. Même s'il se concentre beaucoup plus sur 2026, je les ai trouvés vraiment surprenants lors des tests de pré-saison et même dans leur optique, dans leur concept, ils ressemblent énormément à Mercedes. Donc si Mercedes est fort lors de cette saison 2025, attendez-vous à voir Williams également, pas très loin. Alpine a également été très très rassurant, même si on est totalement sur le concept de l'année dernière. Alpine a pris quelques risques, que ce soit au niveau des pontons par exemple. Donc j'espère voir Alpine à la hauteur, mais c'est encore une fois trop compliqué pour pouvoir avoir un avis. Il va vraiment falloir attendre le Grand Prix pour au mieux voir les qualités de cette Alpine. Pareil pour Racing Bulls, Racing Bulls qui suit Red Bull de très très près, à la même image que Williams et Mercedes. Si Red Bull est mauvais, eh bien Racing Bulls va suivre logiquement derrière. Ils ont repris énormément de choses de la RB20. Ça devrait fonctionner pour eux. Après, bien sûr, c'est toujours très très compliqué. Voilà, quand tu reprends certains aspects de la grande sœur, eh bien, c'est toujours difficile d'évoluer à ta manière. Mais en tout cas, j'espère vraiment que les pilotes s'en sortiront avec ces Racing Bulls, notamment Isaac Hadjar, qui va faire sa première saison en Formule 1 et qui a l'air surmotivé, et également Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui n'a plus rien à prouver et qui peut, encore une fois, aller chercher un baquet chez Red Bull si tout se passe bien pour lui. Je les attends à peu près sur le même niveau de performance que Williams et qu'Alpine, à la même image qu'Aston Martin. Aston Martin, on est encore une fois sur un concept assez similaire, mais ils ne m'ont pas énormément rassuré. Lors de la 3e journée des tests hivernaux, c'était tout bonnement catastrophique. Je sais qu'ils ont fait plusieurs tests de configuration, plusieurs tests d'aileron avant, d'aileron arrière, mais la voiture avait l'air énormément sous-vireuse, que ce soit avec n'importe quelle configuration, donc c'était très très compliqué d'avoir un avis assez objectif sur Aston Martin. Et As également, avec Esteban Ocon, qui va commencer sa nouvelle aventure dans l'écurie américaine. As, je vais pas vous mentir, c'est impossible de connaître les performances de cette écurie. Pendant les 3 jours de test de pré-saison, ça a été la seule écurie à totalement se concentrer sur les longs relais. Donc ils n'ont même pas déployé, je l'imagine, 20% de leur réelle performance. Donc très très compliqué de pouvoir les juger. Mais bon voilà, en tant que meilleur des autres, je m'attends encore une fois à ce que ça soit extrêmement serré entre la 5e et la 9e position. Donc maintenant, on passe directement à mon pronostic. Et comme d'habitude, j'attends le vôtre, bien sûr, dans les commentaires, comme chaque année. C'est toujours un réel plaisir de regarder vos pronostics. Je vous conseille vivement de mettre votre pronostic directement. N'attendez pas les qualifications, sinon c'est pas marrant, on va dire, entre guillemets, de prédire ou d'essayer de pronostiquer le résultat. Si on regarde les qualifs, ça peut nous aiguiller sur les performances. Même si, bien sûr, c'est pas parce qu'une écurie est forte en qualification qu'elle sera forcément la plus forte en rythme de course. Donc attention à ne pas non plus se faire avoir. Donc oui, c'est pour ça qu'il va falloir attendre véritablement quelques grands prix avant d'avoir les réelles performances. En tout cas, pour mon pronostic, j'ai décidé de mettre 3 pilotes de 3 écuries différentes, comme ça au moins il n'y a pas de jaloux. Je vais mettre Lando Norris premier, je vais rester sur la tendance, on va dire, je vais rester sur la tendance. Deuxième, je vais rester sur, allez, un pilote Ferrari, je vais mettre Leclerc. Ferrari s'en est toujours très très bien sorti en Australie. Et en 3e position, je vais mettre, pourquoi pas, George Russell. Voilà, George Russell. Donc une McLaren, une Ferrari, une Mercedes.
J'ai longuement hésité, bien sûr, hein, j'ai longuement hésité, et même c'est de la loterie, là, vraiment, hein, les gars, c'est de la loterie. Il y a à peine 10 secondes, j'avais un autre pronostic en tête, je voulais carrément mettre Max Verstappen premier, Lewis Hamilton deuxième, et Oscar Piastri troisième, voilà. En plus d'ailleurs, Oscar Piastri, il est chez lui, donc je m'attends, enfin du moins j'espère voir une belle performance de ce jeune pilote, à la même image que Jack Doohan. Donc oui, c'est de la loterie, mais voilà, je reste, on va dire, sur ce qu'on a pu voir la saison dernière, sur l'état de forme de la saison dernière. Et pour moi, par rapport à la saison dernière, les 3 pilotes qui ressortent, c'est bien sûr Norris, Verstappen et Charles Leclerc. Donc voilà, les amis. En tout cas, n'oubliez pas de me laisser votre pronostic dans les commentaires. Bien sûr, hein, j'attends de voir vos pronostics, j'ai hâte de voir ce que vous allez mettre. Les moments les plus excitants dans l'histoire de la Formule 1, c'est quand tu ne sais pas qui va gagner. Et là, on est vraiment dans ce moment précis. Peut-être qu'après dimanche, ça ne sera plus le cas. Donc vraiment, lâchez-vous dans les commentaires, mettez quelques petites surprises. Et puis, de toute façon, on se retrouve dimanche, voilà, pour parler de ce Grand Prix. Et on pourra voir, bien sûr, les forces, les faiblesses de chacune des écuries à ce moment-là, avec un débrief, comme d'habitude, le débrief en images, puis ensuite, eh bien, je vous donnerai mes top flops à ce moment-là. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. La F1 fait son grand retour et j'en suis extrêmement heureux. Je suis très très heureux, voilà, encore une fois, de vivre une autre saison à vos côtés. Donc n'oubliez pas de vous abonner, voilà. Comme ça au moins vous serez directement notifié des prochaines vidéos. J'ai tendance à sortir mes débriefs extrêmement rapidement, donc n'oubliez pas de le faire. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Passez une très très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.